Michel Fontaine n'avait pas d'héritier, profondément pas, puisqu'il pensait se représenter. En mars 2026, il avait fait le souhait de se représenter. Il m'avait confié à moi, personnellement, de me dire « je mourrai maire parce que je n'ai pas d'autre chose à faire dans la vie que maire, d'accord, et je mourrai sans héritier parce que je ne veux pas, évidemment, qu'on reproduise ce que j'ai fait. Je suis le seul à le faire. Je ne suis pas Michel Fontaine, je ne suis pas l'héritier de Michel Fontaine, je suis surtout son collaborateur pendant 25 ans, avec une passion et une admiration pour ce qu'il a fait. Mais moi, je suis différent, je suis un autre maire, et donc j'ai d'autres méthodes et j'ai d'autres projets. David Lorion, bonjour. Merci d'avoir répondu à une sollicitation. Je suis avec Sarah Cortier et Victor Maillot. Je suis Franck Sellier. Et nous allons vous interviewer dans le cadre d'une émission de Parallèle Sud qui s'appelle Candidate, Candidat, parce que ça s'adresse aux gens qui briguent le suffrage des électeurs. Et vous, je crois que ça fait très longtemps que vous briguez le suffrage des électeurs, donc vous êtes l'invité tout nommé. En plus, vous le briguez à nouveau. Merci Franck Sellier, merci Sarah, merci bien à tous. Alors, on va commencer avec notre première question, qui est à quand remonte votre engagement politique? Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer en politique? Alors, ça commence à remonter un peu maintenant. C'est à mon retour de métropole, lorsque je rentre de métropole après une dizaine d'années, en 1994, je rencontre André-Maurice Piouet. Michel Fontaine était déjà dans l'équipe d'André-Maurice Piouet, qui me propose de travailler avec lui dans le cadre des études des affaires du Conseil, parce qu'ils étaient élus dans l'opposition. Et donc je commence à travailler sur les affaires du Conseil pour préparer évidemment les affaires, parce qu'eux, ils étaient dans l'opposition. Voilà. Et puis Michel Fontaine me demande de le rejoindre en 2001, à la surprise générale, mais c'était une bonne surprise, on est élu en 2001, et je commence cette vie politique d'adjoint auprès de Michel Fontaine entre 2001, 2007, puis 2007-2014. 2014, je suis adjoint, différents postes, notamment à l'urbanisme, à l'eau, aux finances. En 2017, je suis élu en tant que député, jusqu'en 2022. Je perds les élections de 2022 et Michel Fontaine meurt en mars, le 27 mars 2025, donc l'année dernière. Et le conseil municipal me demande d'assurer les fonctions de maire, donc il m'élise maire ici, et me demande en même temps de porter une liste, donc une liste de changement, puisqu'on change de maire, et donc je suis maintenant le nouveau maire, et je brigue effectivement ce mandat en tant que maire de la commune de Saint-Pierre. Voilà, vous aviez été aussi élu en 2010 sur la liste régionale. Là, vous êtes déjà présenté à votre propre nom, mais c'était sur les élections législatives. Oui. Ça sera la première fois que vous allez vous présenter sous votre nom à une élection municipale. La question toute simple, c'est comment vous vous sentez? Écoutez, je me sens d'abord prêt parce que j'ai un peu d'expérience sur cette élection. Dans la fonction, je sais quelles sont les difficultés de la fonction et puis je sais quels sont les projets qui peuvent intéresser les Saint-Pierrois. Ce sont les projets d'accompagnement, notamment des jeunes, mais aussi de la population. Une ville comme Saint-Pierre, il y a beaucoup de monde qui souhaite évidemment être accompagné par la collectivité et je vais mettre un certain nombre de dispositifs en place pour accompagner notamment des jeunes. La collectivité saint-pierroise peut être un centre de formation et donc je vais proposer aux jeunes qui souhaitent travailler dans une mairie de les prendre entre 18 et 25 ans à peu près sous forme de contrat d'alternance de manière à ce que ces jeunes soient préparés pour entrer dans la collectivité. Voilà, donc ce sont là des nouveautés pour la population et puis je me sens prêt parce que j'ai exercé ces fonctions avec passion et qu'il reste encore évidemment beaucoup de choses à mener pour notre belle ville. Et vous l'avez mentionné, vous avez donc succédé à Michel Fontaine en mars dernier. Est-ce que vous considérez que vous êtes politiquement son successeur et est-ce que vous pensez que de son vivant, il aurait considéré que vous êtes son héritier? Michel Fontaine n'avait pas d'héritier, profondément pas, puisqu'il pensait se représenter. En mars 2026, il avait fait le souhait de se représenter. Il m'avait confié à moi, personnellement, de me dire « je mourrai maire parce que je n'ai pas d'autre chose à faire dans la vie que maire,
d'accord, et je mourrai sans héritier parce que je ne veux pas, évidemment, qu'on reproduise ce que j'ai fait. Je suis le seul à le faire. Je ne suis pas Michel Fontaine, je ne suis pas l'héritier de Michel Fontaine, je suis surtout son collaborateur pendant 25 ans, avec une passion et une admiration pour ce qu'il a fait. Mais moi, je suis différent, je suis un autre maire, et donc j'ai d'autres méthodes et j'ai d'autres projets. Vous avez beaucoup parlé de Saint-Pierre. Michel Fontaine, c'était aussi le représentant des gaullistes. Il avait même le projet d'ériger une statue du général de Gaulle à Saint-Pierre dans les années qui viennent. Est-ce que c'est un projet que vous allez poursuivre? Et plus largement, est-ce que le mouvement gaulliste, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous allez travailler peut-être pour le consolider? Quel sera votre travail dans le Parti des Républicains? Alors, la statue du général de Gaulle est prête. Et pour ne pas vous dévoiler de secret, elle est même déjà installée, vous ne le savez pas. On ira la prendre en photo alors. Et donc, on va inaugurer évidemment cette volonté très forte qu'il avait de faire une allée avec une statue du général de Gaulle. Alors, non seulement on va respecter ce vœu, mais on va réaménager complètement le secteur, parce que vous le savez sans doute, on vient de racheter le Rex 1, le Rex 2, pour le transformer en théâtre. On va reconfigurer l'ensemble des berges de la rivière d'Abord. Tous ces bâtiments qui sont en face du Kervegen vont être rasés, de manière à ce qu'on ait des jardins et des berges ouvertes, des jardins de la rivière d'Abord, de manière à ce que tout ce lieu soit dédié à la culture, au théâtre, et qu'on puisse y accéder par l'allée, évidemment, dans laquelle il y aura cette statue du général de Gaulle, avec des sites qui sont formidables. On a ce bâtiment Kervegen qu'on va très certainement renommer. On va l'appeler le bâtiment Firmin-Viry. On a déjà son accord. C'est un site emblématique. Kervegen, c'était trop esclavagiste et Firmin-Viry, c'est plus populaire? Non, mais parce qu'il faut enfin, je pense, j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme et pour ce qu'il est, hein, mais il faut aussi donner des lieux symboliques aux gens qu'on aime. Le bâtiment appartenait à Kervegen et donc le nom a été gardé jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une dénomination qu'on a choisie et donc on va le dénommer du nom qu'on choisit évidemment. Ça, ce sera un peu protocolaire quand même pour le faire et on attend évidemment de le faire. Le théâtre, c'est important parce qu'on n'avait pas de théâtre et donc on a racheté ce cinéma pour en faire un théâtre. Et je veux que ce site en fait change de configuration parce qu'il va s'appeler le quartier des Berges avec la possibilité de se balader à pied au bord de la rivière d'Abord et puis de rejoindre le port et de faire un cheminement urbain qui soit en tout cas un cheminement aussi sur les fonds baptismaux de la ville de Saint-Pierre pour qu'on puisse admirer cette ville et la beauté de cette ville. Voilà, le projet, c'est un ensemble. Évidemment, la statue du général de Gaulle, mais pas que ça. Et sur les Républicains? Écoutez, pour l'instant, je ne me consacre pas du tout à la construction d'un nouveau parti. D'une part parce que le niveau national de la construction des Républicains est encore très flou dans le futur des Républicains. Je ne vois pas aujourd'hui une ligne directrice, un programme directeur, et donc je vais attendre naturellement que les choses s'affinent en termes de ligne directrice. Quel est le projet porté évidemment par les Républicains au niveau national avant d'y adhérer ou pas adhérer. Et donc, ça sera sûrement après mars. Et puis, il n'y avait pas d'urgence à ce que j'adhère à un parti qui... Le gaullisme n'existe pas, enfin, que j'adhère à quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, on va attendre après mars. Sur le fond même, je suis évidemment quelqu'un de droite, de la droite, voilà, des idées de l'économie libérale, des idées du mérite et du travail, enfin, des choses toutes simples, hein, mais à la manière d'André-Maurice Piouet ou de Michel Fontaine, nécessairement une droite qui prend en compte la situation sociale de La Réunion, qui nécessite une intervention très forte de la collectivité dans la population pour qu'elle puisse bénéficier d'un minimum de choses et de l'ensemble de l'aide de la collectivité. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la droite sociale, qui est la droite gaulliste, pour résumer. En fait. Qui serait le nouvel air de Cyril Melchior actuellement, ou c'est encore autre chose? Ce n'est pas un parti nouvel air, c'est une plateforme en fait avec l'ensemble des maires et une sorte de collaboration de l'ensemble des maires, parce qu'on a besoin de se sentir aidé dans ce monde en mouvement perpétuel sur lequel il y a parfois une recherche de sens. On a besoin de confronter nos expériences en tant que maire de tendance de droite, bien qu'il n'y ait pas que des maires de tendance de droite, puisqu'il
Il y a le maire de Saint-Benoît, par exemple, qui fait partie de Nouvelle Ère. Donc on voit qu'on a besoin de confronter cette expérience. Donc l'intérêt, c'est d'avoir créé cette plateforme où on peut se rencontrer de temps en temps, mais ce n'est pas un mouvement politique en tant que tel. Voilà. Et aux dernières législatives, vous n'avez pas voulu choisir entre les deux tours, entre la candidate du Progrès, Émeline Kerbidi, et Jonathan Rivière, le candidat du RN. Vous avez justifié ce non-choix dans un courrier sévère à Patrick Le Breton, dans lequel vous dénonciez l'extrémisme des Insoumis, ainsi que les tendances totalitaires et autonomistes de la majorité régionale. Pensez-vous vraiment qu'Huguette Bello, dont Michel Fontaine avait favorisé la victoire en 2021, conduise la Réunion à l'autonomie, voire l'indépendance? Alors, ce n'est pas Huguette Bello qui se présentait. Moi, j'étais contre le courant qui soutenait mon adversaire. C'était le courant des Insoumis. Je considère que ce courant des Insoumis nous mène à la catastrophe de par son positionnement, en fait, extrêmement anarchique, quelquefois, ou erratique dans son positionnement, ou en tout cas anti-français la plupart du temps. Voilà. Mais je suis fondamentalement contre la pensée des Insoumis, pensée à laquelle participaient, en tout cas en 2002, la candidate Émeline Kerbidi et Patrick Le Breton. Voilà. Je n'ai, sur le projet régional, simplement émis l'idée en disant que faites attention, la dérive autonomiste n'est pas une bonne dérive pour la Réunion, et des projets, notamment qui consisteraient à s'aligner sur ce que souhaitent les Antillais, qui eux sont profondément autonomistes, ainsi que l'ensemble des autres régions ultrapériphériques, pas une aujourd'hui ne va vers l'autonomie, souhaite aller vers l'autonomie. La Réunion est la seule, avec Mayotte, qui souhaite rester dans un camp qui est un camp de l'assimilation, de l'intégration en France. Voilà. Et que moi, je fais une différence majeure entre tout ce qui est l'adaptation législative, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, au niveau national, prendre des mesures pour différencier une loi nationale d'une loi pays, d'accord, d'un régime autonomie où nous ferions nos propres lois localement et qui ne seraient plus évidemment des lois nationales. C'est ça qui différencie les deux. Au-delà des termes, il faut bien que les gens comprennent. Et donc je suis profondément attaché à ce que les lois soient faites par la nation et que nous puissions, si elles ne sont pas satisfaisantes, les transformer ou les adapter. Et donc je suis sur ce régime-là, un régime d'adaptation, et non pas un régime d'autonomie où nous pourrions nous-mêmes faire nos propres lois. Voilà. Et ce que on voulait dire, c'est que Huguette Bello n'est pas non plus une autonomiste acharnée. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la dérive, d'accord, dans laquelle se trouvent aujourd'hui les autres régions ultrapériphériques ou les autres territoires d'outre-mer ne semble pas bonne pour la Réunion. Voilà. Et on voit bien votre positionnement donc, par rapport aux forces de gauche, qui est quand même très clair. Maintenant, par rapport au Rassemblement national, vous n'avez de toute façon jamais appelé à voter pour eux, mais on sent monter cette vague à chaque élection. Que faites-vous pour la contrer? Je me présente. Déjà? Ça, c'est la meilleure chose. Et j'affirme les idées qui sont les miennes, en disant simplement qu'il y a une voie, qui est la voie de l'exigence, qui est la voie de la bienveillance, qui est de la voie du travail, qui est la voie du concret, de la vie de tous les jours, pour faire face à des problèmes sans dénigrer ni les uns ni les autres, sans mettre la faute sur les uns ou sur les autres. Il y a une voie qui s'appelle le travail. Le travail en politique, ça compte et ça donne des résultats. Voilà. Dans toutes les réunions que vous avez en campagne, vous rencontrez beaucoup de monde. Vous sentez devoir confronter les arguments qui viennent du Rassemblement national? Ben, je sens la colère et qui ne la sentirait pas. La colère, c'est une colère de la population qui se dit quelquefois écartée pour des problématiques de logement, par exemple. En disant, mais pourquoi nous, on ne bénéficie pas suffisamment de logements et que ce sont des Mahorais, par exemple, qui rentrent dans les logements de par un processus qu'on appelle le DALO, le droit au logement. Alors, c'est un sentiment que peuvent avoir les Réunionnais en disant, mais les familles mahoraises qui ont de faibles revenus, qui ont beaucoup d'enfants, passent avant et deviennent prioritaires dans l'accession au logement.
C'est un fait. Les chiffres ne démontrent pas tout à fait ça. Absolument, les Mahorais déjà sont chiffres, français. Les chiffres, mais c'est pour ça qu'ils accèdent au Bien galop, sûr. parce qu'ils sont français. Les chiffres montrent qu'effectivement, les familles qui ont de très faibles revenus et qui ont beaucoup d'enfants sont prioritaires, mais ce ne sont pas que des familles mahoraises, c'est clair. Voilà. Autre sujet aussi, les enjeux d'égalité hommes-femmes. C'est des enjeux qui sont importants localement. On pense à l'accès à l'emploi, à la participation politique, aux violences. Qu'est-ce que vous comptez faire à Saint-Pierre et en tant que maire pour porter ces enjeux et lutter contre les inégalités de genre? Alors, il y a deux choses. Il y a les inégalités de genre. Et donc, aujourd'hui, il y a, je pense, une prise en compte très claire de ces inégalités de genre. Au sein même de la représentation démocratique, aujourd'hui, quand vous faites une liste, vous êtes obligé de mettre un homme et une femme, ce qui est tout à fait nécessaire. Il y a une parité qui s'installe. Quand vous donnez des délégations, vous allez évidemment donner les mêmes délégations aux hommes et aux femmes. Et il n'y a plus aujourd'hui d'obstacle pour donner quelques délégations, que ce soit une femme. Et on travaille ici à la mairie de Saint-Pierre avec des DGA femmes. Dans mon cabinet, c'est la première fois qu'il y a une femme qui est chef de cabinet. Voilà, j'ai aucune difficulté et je crois qu'on va vers ce chemin. Qu'il y ait des réticences, bien évidemment, dans toute société, les changements ont des réticences. Il y a encore des machistes, il y a encore des personnes qui se sentent supérieures aux femmes, naturellement. Mais je pense que ça s'apaise avec le temps et qu'on est plutôt dans la bonne direction sur ce sujet-là. Concernant les difficultés que peuvent avoir les uns ou les autres, je crois qu'il faut, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre dans une collectivité, ne pas la garder pour soi et vraiment avoir une écoute, parce que les gens ne doivent pas être renfermés, ne doivent pas garder pour elles un souci qu'elles connaissent. Il faut qu'elles l'exposent d'abord au personnel concerné, le DGS, les RH, mais puis qu'elle expose au maire de manière à ce que les choses puissent être arrêtées dès que possible. Voilà. Et vous êtes candidat maire, mais vous êtes aussi géologue. C'est aussi aux géologues géographe que s'adressent les questions suivantes sur l'aménagement. Sur Saint-Pierre, on a vu le projet Baleine annulé finalement du fait de la réaction des habitants. Je crois que pour le club de pétanque de Ravine Blanche, il y a aussi des soucis. Est-ce que vous avez le sentiment que les projets bord de mer provoquent de plus en plus de mécontentement et que les Réunionnais en ont un peu assez de voir bétonner leur île? Alors le projet Globis n'est pas annulé. Le projet Globis, il est déplacé, je veux dire, oui. Il a été déplacé sur, d'ailleurs, je pense, un terrain qui va être mieux pour eux. Voilà. Parce que ce n'est pas forcément, les gens qui étaient contre ce projet n'étaient pas des gens anti-environnement. C'était tout simplement des gens qui avaient le souci simplement de préserver leur quartier, de ne pas avoir une structure qui est une structure très touristique ou très fréquentée dans leur quartier. Et donc, ils avaient en quelque sorte raison. D'ailleurs, Michel Fontaine, lorsqu'il devait revenir, devait l'annuler. Pour rien vous cacher. Donc, là-dessus, il n'y avait pas de difficulté majeure. On l'a repositionné, ce projet, notamment à Terre-Sainte, à côté de l'ensemble des structures universitaires. Et donc, on souhaite évidemment qu'il se fasse, parce que c'est un bon projet, en même temps scientifique et pédagogique. Donc, pas de souci là-dessus. Concernant simplement ce clubhouse de pétanque, il n'y a pas de difficulté. Le projet avait été signé l'année dernière par Michel Fontaine. Je l'ai repris, les travaux avaient commencé. Il y a eu une inquiétude des uns et des autres sur le fait que ce projet soit trop proche, évidemment, du haut de plage, ce que j'ai très bien compris. Le projet a été arrêté et je leur ai dit simplement que ce n'était pas que ce projet qui posait problème, c'était globalement l'aménagement du site. Il fallait peut-être revoir l'aménagement de ce site pour faire en sorte qu'il soit plus beau dans les installations de restauration rapide, qu'il soit peut-être plus qualitatif pour les gens qui viennent, et que pour les activités, notamment de pétanque, une activité traditionnelle sur laquelle il y a beaucoup de gens qui fréquentent, une activité intergénérationnelle, on leur donne les moyens tout simplement d'avoir un clubhouse, d'avoir des toilettes, d'avoir de quoi se changer, et que tout ça ne pouvait ne pas être précipité et qu'on pouvait prendre le temps simplement de réfléchir. Et c'est une excellente chose que les Réunionnais pensent mieux leur île en se disant tout le monde doit participer à la réflexion sur l'aménagement et que ça a un sens de le faire, que la vraie démocratie participative, c'est lorsqu'on prend le temps
de réfléchir ensemble à un projet sur le long terme. Le danger dans la démocratie participative, c'est lorsqu'on a des sursauts d'humeur sur tel ou tel point ou tel fait. Voilà. La Chambre régionale des comptes a relevé que la commune avait surestimé l'évolution démographique de Saint-Pierre, 2,5 fois plus que la réalité, ouvrant des secteurs à l'urbanisme qui ne correspondent pas en réalité aux besoins. Élus et géographes, corrigerez-vous. Pas géologue. Oui, pas géologue. Est-ce que vous comptez corriger ces projets Saint-Pierrois pour limiter l'artificialisation des sols notamment? Alors, pas 2,5 fois plus, parce que sinon, ça nous mènerait à 160 000 habitants. Non, c'était 0,5% d'augmentation, je crois, C'est entre ça. 2013 et 2021, au Voilà. lieu de 1,5%. Voilà. quoi. Non, mais c'est pas, enfin, je voulais corriger, c'est pas Oui. 2,5 fois plus, Oui. c'est quelques pourcentages supplémentaires. Alors, il est possible que la Chambre régionale des comptes ne soit pas d'accord avec les chiffres de l'INSEE, puisque les chiffres sur lesquels ont été calculés le PLU, l'éco-PLU, sont les chiffres de l'INSEE. Et donc, forcément, il peut y avoir des contradictions entre les experts là-dessus, c'est pas un souci. Mais l'éco-PLU est un document qui a été réalisé, qui a été voté. Moi, de manière tout simple, je vais, et je l'ai dit ce matin, à des associations qui sont venues me voir notamment là-dessus, le document va être réouvert dès avril 2026. Un document d'urbanisme aujourd'hui ne peut pas être figé. Il faut absolument qu'il soit vivant, il faut absolument qu'on travaille de manière perpétuelle dessus, parce que les lois changent, les règlements changent, les connaissances scientifiques changent, et qu'on a une obligation d'adapter tout ça sur des documents réglementaires. Ce sont des documents qui donnent des droits. Et ces droits sont soumis parfois à des contraintes. Ces contraintes, il faut qu'on les intègre au fur et à mesure. Ce sont des contraintes d'application de droit du sol en termes de densité, en termes d'ouverture à la constructibilité, et ça peut être aussi de préservation de milieux naturels. Donc c'est un document qui n'a pas lieu d'être figé dans le marbre. Il faut le réouvrir constamment, et sur ma mandature, il y aura une révision constante du PLU pour donner à chacun la possibilité de l'amender dans le bon sens. Voilà. C'est ça, parce qu'on constatait que Saint-Pierre reste un peu à 85 000 habitants, de ce que je lisais dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, alors pensait monter davantage. Et ça, c'est l'avis de la Chambre régionale des comptes, ce n'est pas tout à fait l'avis de l'INSEE. Hein. Voilà. L'INSEE voit une progression démographique plus forte que celle de la Chambre régionale des comptes. C'est les chiffres sur lesquels on a travaillé dans le cadre du PLU. D'accord. Hein, voilà. On est sur combien d'habitants à Saint-Pierre maintenant? On est plutôt sur 88 000 habitants. D'accord. Et non pas 85 000, mais là-dessus, ce sont des prospectives démographiques. Et comme vous savez, les prospectives démographiques ne sont absolument pas stables et varient en fait en fonction de la dynamique de tel ou tel territoire. Savoir quels vont être les vrais chiffres en 2030 ou en 2035, même au niveau de la Réunion, on se trompe de plusieurs milliers d'habitants. Bien sûr, oui, depuis longtemps, on imaginait qu'on serait déjà 1 million et en fait, ça avance. Voilà. Et donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. On a une marge d'erreur dans tous ces documents, bien évidemment. D'accord, que la Chambre régionale des comptes nous le dise, très bien. Mais nous, on l'a fait à partir de chiffres qui sont aussi ceux d'instituts sérieux. Voilà. Dans ces grandes questions d'aménagement, il y a la question de l'eau. Là, on nous annonce au niveau mondial un déficit hydrique. À La Réunion, on a vu qu'à Saint-André, où il pleut tout le temps, il n'y a pas d'eau au robinet. Est-ce que les Saint-Pierrois peuvent craindre qu'eux aussi, à un moment donné, on manque d'eau, on n'ait pas une eau d'assez bonne qualité? Alors, les Saint-Pierrois doivent connaître l'histoire de l'eau à Saint-Pierre, et je peux vous assurer que la ville de Saint-Pierre a fait un effort très important en ce qui concerne l'alimentation de l'eau pour leurs concitoyens. Et j'étais à la manœuvre à ce moment-là. On n'avait, nous, qu'une seule ressource, c'était le captage des eaux du bras de la Plaine. Ce captage est très fragile, puisque à tout moment, vous avez des glissements de terrain qui peuvent combler évidemment le captage. Et on a été, en 2007, dans cette difficulté, on a dû desservir de l'eau avec un robinet derrière le camion à donner de l'eau individuellement. Cette expérience-là nous a a fait qu'on a changé complètement notre politique de l'eau. On a mené une bataille pour récupérer des puits de nappes phréatiques à Pierrefonds, ces fameux puits de Pierrefonds, qui étaient là à cette époque-là. On a donc foré, on a acheté des puits avec le conseil départemental, avec des particuliers. On a remonté cette eau par étapes successives, notamment dans des bassins. Et donc, on a acheté des bassins, on a acheté des terrains avec des familles, je veux les citer parce qu'elles nous ont aidés, famille Gertal notamment.
On a fait remonter cette eau jusqu'à l'allée Bois-Noir, la ravine des Cabrés, la famille Rindiot. On les a fait remonter cette eau jusqu'à Dacy. Aujourd'hui, lorsqu'on a une coupure sur de l'alimentation par de l'eau superficielle, on arrête d'alimenter et on puise dans la nappe phréatique de Pierrefonds cette eau jusqu'à la côte 400, ce qui fait qu'à Saint-Pierre, depuis 2010-2011, le temps que se mette en place l'ensemble de cette nouvelle alimentation, on n'a plus jamais, en période cyclonique, de coupure d'eau liée à un manque d'eau, c'est-à-dire un manque de ressources en eau. On peut avoir quelques coupures parce que pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'électricité. Pour faire fonctionner des pompes, il faut de l'électricité. La fragilité du système électrique. Et donc, on a équipé maintenant par des groupes électrogènes, mais aujourd'hui, on n'aura plus jamais de coupure d'eau comme peuvent en avoir certaines communes, parce qu'on dispose de deux ressources. En temps normal, c'est la ressource superficielle du bras de la Plaine qui alimente de manière gravitaire l'ensemble de la ville. Et en temps exceptionnel, de pluie, on coupe cette alimentation et on remet en place en fait l'alimentation par les puits de Pierrefonds. Récemment, ça ne date pas de longtemps, il y a quelques mois simplement, on a remis en place un système de pompage, notamment sur les forages de Delbon à Saint-Joseph, et on peut, en cas exceptionnel, remonter de l'eau du forage de Delbon à Saint-Pierre pour tripler notre capacité de ressources. Donc à Saint-Pierre, en ce qui concerne l'eau potable et l'alimentation de la population, on a fait un effort très important et les Saint-Pierrois n'ont plus à craindre ce problème. Voilà. Et pour revenir sur la question du logement, dans une dernière publication, l'ADIL de La Réunion révèle que 29% des locations saisonnières se trouvent sur le territoire de la Civis, qui en fait le deuxième territoire, loin derrière celui du Théo, et devant celui de la Casse-Sud. Est-ce qu'il y a trop de locations saisonnières à Saint-Pierre ? On connaît aussi le problème de gentrification aujourd'hui des quartiers. Comment est-ce que vous comptez faire pour traiter ce sujet ? Est-ce qu'il faut encadrer les loyers ? Alors l'encadrement des loyers ne va pas régler le problème des Airbnb, des locations saisonnières. Le problème des locations saisonnières, c'est que beaucoup de gens y ont vu un revenu d'appoint. Beaucoup de gens dans tous les quartiers de Saint-Pierre, que ce soit à Basse-Terre, que ce soit à Terre-Sainte, que ce soit à Ravine-Blanche, la location saisonnière de leur maison ou d'une partie de leur maison, c'est un revenu supplémentaire pour l'ensemble des habitants. Sur un territoire qui avait moins d'hôtels auparavant que celui de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, il faut augmenter les hébergements dits classiques, de manière à ce qu'on ait moins cette approche du séjour par la location saisonnière. Mais évidemment, ça pose un problème parce que quand un logement est en location saisonnière, il en devient pas disponible pour la location normale. Je pense qu'il y a eu ce phénomène. Aujourd'hui, il y a des mesures législatives qui rendent moins intéressant, évidemment, la location saisonnière. Au fur et à mesure, je pense que ça va évoluer dans ce sens. Les locations saisonnières, de par simplement le nombre aujourd'hui, sont nettement moins intéressantes qu'avant, parce qu'il n'y a plus de clients, il n'y a plus assez de clients pour louer évidemment ces maisons. Et puis, il va y avoir un renforcement fiscal sur ces locations saisonnières. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude que ça n'aille pas plus loin, et au contraire que ça diminue un peu, parce que forcément, il y a une offre et une demande, et je ne crois pas aujourd'hui que la demande soit au rendez-vous de l'offre. Il y a beaucoup de gens qui ont transformé leur maison en location saisonnière aujourd'hui qui reviennent à des locations normales. Et c'est le jeu du marché. Et je pense que la loi peut aider un petit peu à freiner cette dérive, en tout cas en location saisonnière. Et pour ce qui est de la hausse des loyers et de la gentrification Elle est aujourd'hui ce qu'elle est, mais aujourd'hui, notamment sur les quartiers sur Terre-Sainte, on interdit les constructions qui ne peuvent être que des locations saisonnières. Et donc aujourd'hui, on met un point d'honneur à se dire, si vous achetez une maison, d'accord, si on voit que c'est un spéculateur ou quelqu'un qui souhaite faire ça, on préempte tout simplement. On préempte le terrain, c'est ce qu'on fait habituellement, pour faire en sorte que ce qui va être construit respecte l'état, l'idée du quartier, qui est un quartier d'un village, qu'on appelle quartier pêcheur, avec des gens qui habitent, parce qu'on n'a pas envie de faire de Terre-Sainte un musée. Alors, il faut que des familles puissent continuer à habiter, il faut que des familles puissent continuer à vivre, qu'il y ait des revenus supplémentaires, bien naturellement, parce que les familles le veulent. Mais on ne veut pas que ce quartier soit transformé en Disneyland par le changement. Voilà. Et donc, on a mis un frein à ça. Le marché a mis un frein, mais nous aussi, nous avons mis un frein pour que lorsque un terrain avec une vieille maison créole se vend, on la préempte pour la préserver,
jusqu'à ce qu'on trouve quelquefois un membre de la famille ou un fils ou quelqu'un dont on est sûr que l'objectif est bien d'y habiter et bien de conserver le patrimoine. Voilà. Parlons un peu de circulation. Quand on est en 2 roues, Saint-Pierre, ça va bien. Mais notamment quand on a ouvert le chantier de la nouvelle cité administrative, on a enlevé un parking de 250 places, beaucoup de gens ont crié. C'est vrai que quand le dimanche, quand le week-end arrive, il y a un afflux de personnes extérieures qui provoquent des embouteillages énormes sur le front de mer. Quelle va être la suite de la politique de mobilité douce de Saint-Pierre pour lutter contre tout ça? Alors, là, il y a 3 éléments. La mobilité douce, il faut que les gens puissent se garer et puis marcher à pied ou prendre d'autres modes de transport. Et donc, pour que les gens puissent se garer, il faut construire des parkings. Alors, des parkings, aujourd'hui, qui vont être livrés. Sous ce bâtiment, il y a 100 places de parking qui sont réservées à l'espace public, pas réservées au bâtiment, mais à l'espace public. On vient de racheter 100 places de parking sous le bâtiment ex-FNAC, en fait. Voilà. Donc là-dessous, on vient de racheter avec Rabat 100 places de parking. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que là où se trouve aujourd'hui le centre administratif à côté de la Poste, l'ancienne gendarmerie, évidemment, tous les gens qui se trouvent dans ce bâtiment vont venir dans ce nouveau bâtiment, de ce nouveau centre administratif. Donc cet espace va être rasé et donc va être transformé en parking public. Donc on aura 300 places au centre-ville pour ce site. Et puis même si on reconstruit sur ce site, il n'y aura que des magasins, on ne va pas faire de logement et donc on va créer un parking souterrain de 300 places. De manière à ce que lorsqu'on vienne dans la ville de Saint-Pierre, on puisse avoir des parkings en quantité suffisante. Le dernier projet est un projet à côté, du commissariat. Là aussi, il y aura un parking de 300 places qui va être construit. Parce que comme on construit le quartier des Berges, il faut bien que lorsque les gens viennent dans ce quartier des Berges, ils puissent se stationner. Donc l'idée, c'est de construire évidemment des parkings pour qu'il y en ait plus et pour qu'on trouve facilement à se garer. Ensuite, Saint-Pierre se prête facilement à la marche. Donc il faut créer sur différents sites des lieux et des balades urbaines où il fait bon marcher. Et donc c'est ce qu'on a fait sur les jardins de la plage, par exemple, c'est ce qu'on a fait au niveau du port, qu'il faudra un peu végétaliser parce que le port est trop minéral. C'est ce qu'on va faire sur le quartier des Berges, le long de la Berge, autour d'estuaire de la rivière d'Abord. Tous ces lieux où on peut marcher à pied. Il y a les quartiers du centre-ville où on souhaite évidemment faire en sorte que les trottoirs puissent être mieux gérés. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait une brigade qui s'occupe spécialement de toutes les incivilités et de tout ce qui peut empêcher la circulation sur les trottoirs, parce que c'est notre responsabilité, ça, de faire en sorte que les trottoirs soient plus libres de circulation, ils soient plus accueillants pour tous les trottoirs de la rue des Bons Enfants? Tous. Pas que la rue des Bons Enfants. C'est quoi ce qui gêne? C'est les... Ah ben non, ce qui gêne, ça peut être des panneaux, des poubelles, des constructions sur le domaine public. Des magasins qui vont trop loin, oui. Tout ça. Tout ce qui est construction qui gêne la circulation, qui rendent la circulation difficile, on doit réglementer et mieux réglementer ça. Ça peut être des poubelles qui sont mal rangées, qui ne sont pas rangées, qui restent toute la nuit ou toute la journée sur le trottoir. Ça peut être un panneau qui est mal placé. Donc voilà, il s'agit vraiment, pour qu'une ville soit plus agréable, de faire en sorte que l'espace public soit mieux géré. Et donc on a à faire cet effort d'une brigade spécialement d'animation, mais aussi de prévention, de médiation, pour que cet espace public dans lequel les gens se promènent, où ils ont envie de se promener, si on veut faire un centre-ville dynamique sur lequel les gens viennent, il faut qu'à un moment donné, les gens puissent se garer, qu'ils ont envie de se balader dans les rues, parce qu'on a une belle ville, on a une ville sur laquelle il y a des beaux bâtiments, et donc il faut continuer à ce que les gens puissent se balader sans qu'ils puissent être gênés par un élément ou un autre. Dernière chose, l'espace Albanie, que vous connaissez, en face des jardins de la plage, va être transformé en jardin public. Et donc, il n'y aura sur cet espace aucun bâtiment. Et on aura simplement une scène, ouverte à tous, sur lesquelles on va faire des concerts publics gratuits au fur et à mesure de chaque semaine. Et donc, c'est un espace qui va compléter les jardins de la plage et qui va être un complément d'activité pour l'ensemble. Qui va faire disparaître des places de parking aussi. Même si c'était un parking abominable, c'était un parking quand même. Les places de parking sont en dessous. Voilà. D'accord. Et donc, on va garder le parking, mais on a besoin d'espace, on a besoin de lieux dans la ville où on se sent bien, on a envie de faire des choses, on a envie de se balader parce qu'il y a des arbres, etc. Donc, on a envie de transformer ce lieu en parc public, on en manque. Voilà.
Et croyez-vous que l'aéroport de Pierrefonds puisse se rouvrir aux compagnies de transport de voyageurs alors que la CRC estime qu'il devrait se limiter aux activités privées et de sécurité? La CRC se trompe. On a un équipement public très important. C'est une base aéroportée, c'est une base militaire qui dessert une compagnie et qui assure la sécurité pour l'ensemble du sud-ouest de l'océan Indien. Cet aéroport dessert évidemment des vols civils, des vols sanitaires et l'ensemble des vols militaires. Et donc cet aéroport est nécessaire et il doit fonctionner. Aujourd'hui, l'État le fait fonctionner gratuitement, puisque ce sont les collectivités qui paient évidemment le fonctionnement de l'aéroport. Et donc les avions de l'armée atterrissent gratuitement sur cet aéroport. Si jamais l'aéroport devait être repris par l'État, l'État devrait payer la totalité de son fonctionnement. Je ne pense pas que ce soit l'État qui le souhaite. Et le général des Fazoy, comme le préfet, nous ont dit, je le dis ici publiquement, que cet aéroport ne fermerait pas. Pour une raison simple, c'est qu'on en a besoin. L'État en a besoin et que nous aussi, nous avons besoin. Parce que si jamais un jour l'aéroport Roland-Garros avait une difficulté, quelle qu'elle soit, il faudrait un aéroport de secours. Et nous sommes ici à La Réunion sur un site cyclonique sur lequel il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des cyclones, il peut y avoir des inondations. Et nous avons besoin d'un aéroport de secours. Et donc je le dis à tous, cet aéroport est une infrastructure qui a modelé l'ensemble de l'aménagement de Pierrefonds, qui a coûté 160 millions d'euros. Et donc, nous avons besoin de cet aéroport et il doit rester, évidemment, en l'état. Et il doit accueillir des compagnies aériennes, parce qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes peuvent venir, que ce soit Air Austral, que ce soit Mauritius, que ce soit d'autres compagnies. On n'attend plus que ces compagnies. Et je trouve ça... Elles sont venues, elles ne viennent plus. La CRC constatait en fait l'absence de marché, tout en admettant je pense que ce n'est pas une question de rentabilité. Que Air Austral prenne des passagers du Sud ou des passagers du Nord pour emmener à Maurice, ça ne coûte pas plus cher qu'un Air Austral. Et au contraire, ça dessert l'ensemble du territoire. La vocation d'une compagnie comme Air Austral, certes, c'est d'équilibrer ses comptes, mais c'est aussi d'animer un territoire, d'animer une politique touristique. Cette politique touristique, par les compagnies aériennes, ne peut pas seulement être dans le Nord. Et donc, on a la capacité d'Air Austral, et les présidents, le directeur d'Air Austral me disait, M. Marchessieu, M. Rolcazar, pas de difficulté particulière pour nous d'atterrir à Pierrefonds. Ce n'est pas une difficulté technique, ce n'est pas une difficulté financière, c'est une difficulté politique, sur une responsabilité politique qu'il y a à un moment donné de décider que Air Austral puisse atterrir à Pierrefonds. Et à partir du moment où Air Austral atterrit à Pierrefonds, Air Mauritius va venir, parce que c'est un concurrent naturel. Et donc, on va équilibrer, tout simplement, les recettes par des compagnies commerciales. Et nous en avons besoin. Donc, c'est à la région d'être volontariste et de remettre Air Austral à Pierrefonds. Je pense que la région Pierrefonds. peut nous donner un coup de main, et je lui demande instamment de nous donner un coup de main sur le fait qu'Air Austral revienne, ce qui va faire revenir Air Mauritius et ce qui va aussi permettre à d'autres compagnies aériennes d'Afrique du Sud de revenir avec plus de sécurité si elle sait que l'aéroport est fréquenté par d'autres compagnies aériennes. Vous savez, beaucoup de gens ont dit des chemins de fer ou des gares à l'époque, en 1964, on n'en a plus besoin. Parce qu'on a les voitures, on a les camions et que le chemin de fer, on n'en a plus besoin. À La Réunion, on a enlevé le tram-train. Et on a enlevé déjà le train qui existait en 1964. Et donc, on a mal fait de le faire. Et vous voyez, on a fermé des équipements publics qui n'avaient, à l'heure où on les a fermés, pas d'intérêt. Mais 20 ans après ou 30 ans après, auraient pu avoir un intérêt très important et aurait été sûrement coûté beaucoup moins cher aujourd'hui à reconstruire un train. Et donc, il ne faut pas faire la même chose. Parce que dans 20 ou 30 ans, un aéroport dans une région comme le sud-ouest de l'océan Indien, où nous sommes aussi isolés des côtes de l'Asie, des côtes de l'Afrique ou de Madagascar, nous aurons besoin, à La Réunion, d'un aéroport régional pour que l'ensemble du sud de l'île soit connecté à ces grands espaces. Et donc, ce serait une erreur historique que de fermer ou de ne pas faire vivre cet aéroport jusqu'à ce que nous ayons absolument besoin pour desservir les autres territoires. À chaque élection municipale, le thème de l'insécurité revient, même à chaque élection il revient. Sur Saint-Pierre, on a connu des moments difficiles sur le front de mer. Aujourd'hui, est-ce que l'insécurité à Saint-Pierre, c'est un sentiment ou c'est une réalité, d'après vous? D'abord, c'est une politique. Et je vais en faire une politique importante avec une direction générale sur la sécurité, parce qu'il n'y a pas de liberté sans qu'il y ait de la sécurité. C'est vraiment clair. Et j'en fais un axe volontaire très fort de mon programme politique.
Nous avons un commissariat de police et je me suis battu, moi, pour qu'il soit au centre-ville, le commissariat de police. Je ne l'ai pas mis dans un coin de la ville, il est au cœur de la ville, parce que c'est une instance très importante pour notre sécurité. Et ce commissariat, cette police nationale, doit travailler avec la police municipale. Plus, nous avons un autre service qui est le centre de supervision urbaine, le CSU. Pour l'instant, on a à peu près 170 caméras. Il faut multiplier ce nombre de caméras parce que nous avons besoin de regarder ce qui se passe dans la ville, nous avons besoin de l'observer dans la ville et dans les quartiers. Et nous avons le CLSPD avec à peu près aujourd'hui 6 animateurs et des personnes qui font de la prévention. Nous devons aussi augmenter la capacité de prévenir en fait l'ensemble des personnes, de prévenir ceux qui sont en danger, que ce soit devant les écoles ou dans l'association. Il nous faut tout relier. Police nationale, police municipale, nous avons l'effectif le plus important de police municipale. Le CSU, d'accord, la qualité de ce qui est observé dans la ville et l'ensemble de la brigade d'animation et de prévention. Il faut que tout ça, tous ces personnes travaillent ensemble pour que nous puissions avoir une maîtrise du territoire. Je ne veux en aucun cas que des territoires, des lieux ou des emplacements soient inaccessibles à telle ou telle personne. Nous devons, en tant que maire, la sécurité, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la police nationale. La sécurité, c'est aussi le maire qui est officier d'état civil et il doit agir pour que sur son territoire, ce soit la sécurité qui soit la base de travail de tous. Voilà, dans les quartiers ou au centre-ville. Et les chiffres de délinquance, ils sont plutôt en baisse, plutôt en hausse? On a à peu près les mêmes chiffres. C'est surtout les chiffres d'agression individuelle liés au VIF, aux violences intrafamiliales, qui créent en fait une augmentation un peu de cette difficulté. On a des situations de violence, évidemment, qui sont plus importantes. On a une remontée de la délinquance, un trafic de drogue, un peu comme dans toutes les villes. Et donc, nous devons faire attention à ça. Nous sommes aujourd'hui un peu mieux sur le site du front de mer, où nous avons mis des moyens considérables pour que ce soit sécurisé. Évidemment, des accidents peuvent arriver, toujours. Mais aujourd'hui, sur le front de mer, nous avons la police nationale qui patrouille avec la police municipale. Nous avons des caméras qui surveillent. Nous avons le vendredi, samedi, la BAC qui fait un travail. Nous avons demandé aux boîtes de nuit de prendre des mesures, notamment de surveillance à la sortie des boîtes de nuit. Ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore des troubles. Il y a encore des gens qui cassent, etc. Des gens ivres qui cassent. Nous devons travailler encore plus fortement pour que la ville soit en même temps festive, la ville soit attractive, mais la ville soit en même temps sûre. Voilà. Et Michel Fontaine avait été critiqué pour un arrêté interdisant la mendicité. Comment est-ce que la municipalité aujourd'hui prend en charge les sans-abri? Alors c'est un souci. Il y a de la vie des commerçants, évidemment, beaucoup de sans-abri qui sont sur les trottoirs, qui parfois dorment aux portes des commerces et qui parfois font leurs besoins devant les commerces. Et donc ça crée un trouble. Et je suis d'accord avec le commerçant. On ne peut pas continuer à ne pas regarder cette difficulté et ce problème. D'accord ? Il n'est pas question de chasser qui que ce soit, il est question de les prendre en charge. Et donc j'ai demandé aux associations qui prenaient en charge CSDF d'abord de leur parler, de leur expliquer, de dire que ce n'est pas possible de laisser leurs matelas, etc. sur le trottoir et que s'ils le faisaient, on les ramasserait. D'accord ? Et donc il faut que le SDF comprenne que certes, il n'a pas de logement, mais qu'il doit être dans la recherche d'un logement en accompagnant, et être accompagné évidemment des associations. On doit nous aussi faire notre travail. On a créé des centres d'hébergement pour l'ensemble des SDF. Il faut qu'il y ait un travail d'accompagnement des SDF dans les centres qu'on a créés. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un travail d'animation en disant aux personnes qui sont dans la rue, qui doivent être dans une recherche d'autre chose que d'être dans la rue. On ne peut pas laisser en disant aux gens, il n'y a pas de solution, vous serez dans la rue. Il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites et un accompagnement. Voilà. La dernière chose, c'est que j'ai demandé au CCS d'arrêter les domiciliations de personnes qui n'étaient pas de Saint-Pierre. D'accord ? Parce qu'on a constaté, depuis l'année dernière, en 2024, que des personnes qui étaient de communes voisines, d'accord ? Parce qu'ici, à Saint-Pierre, on est généreux, on a beaucoup d'associations qui donnent à manger au SDF, qu'il y avait beaucoup d'afflux de personnes des communes voisines qui venaient s'inscrire au CCS de Saint-Pierre.
Ça, c'est arrêté. Et je demandais que ça s'arrête, parce que certes, il faut que chaque commune s'occupe des populations les plus fragiles. C'est là souvent le cas des grandes villes. Hein. À Saint-Denis, ils ont le même problème. Les gens Oui. viennent des autres communes. Je sais bien, mais je pense que là, chaque maire doit s'occuper de ses propres SDF. Voilà. Et en parlant d'aide alimentaire, j'avais fait l'autre jour un reportage sur l'association de Terre Sainte qui me disait qu'elles ont connu beaucoup de difficultés, les associations, parce que le problème des PEC, là, elles ont moins d'emplois aidés par l'État et certaines ont fermé, ce qui fait qu'elles se retrouvaient avec des gens qu'elles n'avaient pas l'habitude. Vous aussi, vous avez constaté une faiblesse des associations qui travaillent comme ça dans le social? Alors, pas l'association de Dali Morel que vous connaissez, celle qui se trouve à côté de l'église. Moi, je parlais de celle qui est à côté de la Croix Jubilée, Mieux Vivre à Saint-Pierre. Mieux Vivre à Saint-Pierre. Alors, la difficulté de cette association est moins un problème d'emploi qu'un problème d'organisation interne. Vous savez que ça a changé de président. Oui, la présidente Marlène Derfla, qui était la présidente historique, a été remplacée par sa fille, un conflit familial. Mais qui me disait que des gens qui étaient dans d'autres associations à Saint-Pierre viennent maintenant chez elle parce que d'autres associations auraient disparu ces derniers mois. Moi, j'ai vu plutôt des associations qui se créent, des nouvelles associations qui se créent et qui, de manière très humanitaire et très solidaire, participent à offrir des repas à l'ensemble des gens qui en ont besoin, un peu maintenant dans tous les quartiers, pas seulement à Terre Sainte. L'association Sainte-Thérèse, qui était au centre-ville, en face de la maison Auré, a délocalisé notamment l'État à la ravine des Cabris maintenant, et elle fait ce travail d'aide. Effectivement, il y a toujours un problème de PEC, parce qu'on en a moins, et forcément c'est toujours plus difficile. Il faut absolument que l'État nous dise dès le début de l'année, ça va être encore difficile cette année, quel est notre quota de PEC. On ne peut pas gérer une commune sans qu'on sache à l'avance, si on a 10 000 PEC pour l'ensemble de la Réunion, on a combien de PEC pour Saint-Pierre, on ne peut pas. Il faut que l'État nous arrête ce jeu qui consiste à nous donner des PEC sous forme de cadeaux de Noël. Oui, et 2026, je crois qu'on partait sur 0 PEC. Je ne sais pas comment ça va s'arranger cette affaire. On ne peut pas dire aux communes, écoutez, je vais vous donner, on verra bien combien je vais donner. Ce n'est pas possible. Une politique publique ne peut pas se mener, soit on nous en donne, soit on ne nous en donne pas. Mais si on nous en donne, il faut qu'on le dise dès le départ combien on a, de manière à ce qu'on puisse les répartir dans les écoles, dans les cantines, dans les associations, etc. Et donc là-dessus, je vais le redire au ministre qui passe, arrêtez de jouer sur le fait que les PEC soient des cadeaux du gouvernement. Ce n'est pas des cadeaux, ce sont des emplois payés aujourd'hui moitié par l'État, moitié par la commune. Soit vous tenez vos engagements en nous disant combien vous en donnez pour l'année, et nous on fait un calcul et on les répartit, soit vous nous dites que c'est terminé, mais en tout cas vous arrêtez de jouer avec les collectivités sur le sujet de l'emploi, parce que derrière il y a des hommes et des femmes qui attendent évidemment d'être aidés, et des associations qui attendent évidemment sur le fait est-ce qu'elles ont ou pas un PEC, et c'est très important. Moi, pour Dali Solidarité, que je connais bien, je les aide, vous le savez, personnellement, parce que je crois que c'est important lorsqu'elles ont perdu un PEC, qu'elles reçoivent une indemnité particulière. Voilà. Vous avez apporté un soutien humain à Béatrice Sigismo, membre de votre majorité, mais ne contestez pas sa condamnation pour fraude électorale aux élections départementales de 2021. Quelles mesures générales proposez-vous pour lutter contre les atteintes à la probité? Alors d'abord, j'ai apporté un soutien humain et non pas une apologie de la fraude. Et mes adversaires se trompent en essayant de mentir à ce sujet. Un soutien humain, c'est de l'humanité. C'est le fait qu'à un moment donné, quand une personne est malade et touchée par une condamnation judiciaire, qu'elle a besoin que des gens lui disent qu'on croit en elle et que ce n'est pas une mauvaise personne. Voilà. En aucun cas, je n'ai apporté une apologie de quelque fraude que ce soit. Au contraire, évidemment, je condamne cette fraude. Évidemment, je condamne toutes les fraudes et toutes les actions qui sont des actions répressives. Pendant 25 ans de vie politique, je n'ai heureusement pas eu à subir une seule condamnation. Ce n'est pas le cas de tout le monde et de ceux qui parlent justement à ce sujet. Voilà. Et donc je crois sincèrement qu'il faut être honnête avec les uns ou avec les autres et leur dire qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, quoi qu'on fasse, et que la victoire ne peut pas être à n'importe quel prix. C'est tout.
Il y a l'association Anticorps qui propose chaque année, alors je ne sais pas s'ils le font cette année, aux candidats de s'engager à respecter une charte. Vous avez déjà vu cette charte? Vous l'avez déjà... Ils ne me l'ont pas proposé, mais il n'y a aucun souci D'accord. sur lequel... voilà. Mais je pense que, sincèrement, les Saint-Pirois me connaissent et me disent que je suis trop carré dans l'attitude que je peux avoir. Mais ce n'est pas à mon âge que je changerai. Voilà. Et on l'a évoqué du bout des lèvres tout à l'heure, le problème des trafics de drogue. Oui. Dans le sud, depuis quelques mois, le Doubs est apparu, vous en avez sans doute entendu parler, le Bien commissariat, et donc touche au début Saint-Louis, Saint-Pierre également. Au niveau de la municipalité, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner, pas seulement la répression, mais les consommateurs, les aider à s'en sortir et éviter la stigmatisation? Je pense d'abord qu'il faut agir au niveau de l'État, avec la douane, contrôler, beaucoup plus contrôler les arrivées de drogues chimiques. Parce que je le dis, la drogue, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un autre délit ou un autre crime. La drogue détruit non seulement celui qui en consomme, mais détruit la famille de celui qui en consomme et détruit la société dans laquelle il se trouve. Et donc on est sur un produit qui est un véritable cancer de la société et qu'il ne faut en aucun cas ménager ses efforts pour qu'on n'arrête pas l'invasion de la drogue. Et quelque niveau que ce soit, l'État va faire son travail, la douane va faire son travail, tout le monde fait son travail, mais le maire doit faire son travail. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce que je souhaite mettre en termes de sécurité pour la ville. Je souhaite augmenter la capacité d'assurer notre sécurité, mais je souhaite aussi mettre en place, et ça va être sur le programme, un numéro vert, de manière à ce que chaque citoyen devienne les yeux de la caméra urbaine et que chaque citoyen puisse dénoncer les lieux où se trouve le trafic de drogue. Parce que chaque citoyen sait une partie de l'histoire. Je sais, moi, personnellement, où se trouvent les trafics de drogue. Je le dis au commissaire, mais je veux que ce travail soit fait par chacun, de manière à ce que chacun soit responsable et de manière très anonyme, de manière très simple. D'accord ? On dit, à tel endroit, j'ai vu quelque chose, à tel endroit, j'ai vu quelque chose. Et si nous réagissons tous de la même manière, en disant, nous savons là où ça se produit, intervenez, parce que nous savons tous, d'accord, que ça se produit, et bien peut-être que cette force populaire, cette volonté populaire de se débarrasser de ce fléau de la drogue va pousser en dehors, évidemment, des territoires où ils sont habituellement, l'ensemble des revendeurs. Je ne dis pas que je vais réussir à éliminer le trafic de drogue sur Saint-Pierre, mais nous avons besoin de montrer à tous que nous pouvons agir contre ce cancer qu'est le trafic de drogue. Voilà. La crainte que je mettais dans cette question, c'est aussi la stigmatisation du drogué, du consommateur, qui n'est pas forcément le trafiquant, et qui lui sera aussi victime. Et c'est bien joli de le dénoncer, mais si on ne l'aide pas, ça ne va pas le faire. Il ne faut pas dénoncer ceux qui se droguent, il faut dénoncer les trafiquants. Je pense que, comme toute maladie, je vous ai parlé des cancers, pour ceux qui ont le cancer, d'accord, il y a une nécessité de le traiter. Et tout drogué est malade, d'accord, fondamentalement malade, et qu'il faut le traiter. Il faut une thérapeutique. Il ne faut pas le stigmatiser, mais il faut lui faire comprendre qu'étant malade, il faut le traiter. Voilà, il n'y a pas d'autre sujet que ça. Il y a des addictions à l'alcool, il y a des addictions au tabac, il y a des addictions à la drogue, et ces addictions doivent être saignées de manière thérapeutique. Voilà. Alors après, il y a la prévention, je suis bien d'accord avec vous. La prévention doit se faire partout, tout le temps, en expliquant aux uns et aux autres quels sont les dégâts que peut faire la drogue. Et ça, c'est en prévention qu'on doit le faire. Ouais. Dernière question, vous avez ouvert un compte TikTok récemment. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Oui, je suis favorable à cette interdiction. Je ne sais pas comment on va réussir à le faire, mais je pense que les réseaux sociaux ont aujourd'hui des algorithmes qui sont très pernicieux, beaucoup plus pernicieux qu'ils l'étaient auparavant. Aujourd'hui, que ces réseaux sociaux sont devenus addictifs. Et donc, les jeunes qui se laissent emporter par les réseaux sociaux se laissent emporter parfois sur des images qui sont très, très graves. Et je crois qu'il faut agir. Alors, je ne pense pas qu'une simple loi va réussir à interdire les réseaux sociaux. On le sait bien, c'est un coup de pub du président. Je lui laisse évidemment le coup de pub, mais intérieurement, oui, je souhaite protéger les enfants de moins de 15 ans des réseaux sociaux et de l'accession gratuite, facile,
en fait aux images des réseaux sociaux.